Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, un mag consacré à l'élection sénatoriale qui aura lieu donc le 24 septembre prochain. Qui seront les sénateurs essonniens? Il y a 6 ans, 2 sénateurs UDI, 2 sénateurs LR et un sénateur PS avaient été élus. Je reçois aujourd'hui le chef de file David Ross. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez 53 ans, membre du Parti socialiste, maire d'Orsay depuis 2008. Vous êtes également conseiller départemental et leader de l'opposition de gauche, donc au CD Essonne. À côté de vos activités politiques, vous êtes toujours enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay. Alors pourquoi cette volonté de se présenter à cette élection sénatoriale ? Alors d'abord, merci de m'inviter. Alors, c'est pas une volonté personnelle. Il se trouve qu'après les élections municipales de 2020, la gauche a eu un certain nombre de conquêtes. Les Ulysse, Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Épinay-sous-Sénart. Et que ces jeunes maires, qui sont des maires socialistes, ont commencé à me solliciter dans le cadre de cette campagne des sénatoriales, puisqu'on est en capacité d'avoir 1 voire 2 élus à gauche sur cette séquence-là. Et donc, compte tenu de mon expérience, de mon parcours, ils m'ont sollicité. Et quand on me sollicite pour ce genre de situation, j'ai du mal à dire non. Alors le Sénat, c'est la chambre haute, elle défend les intérêts des collectivités territoriales. C'est d'ailleurs donc seulement les élus locaux, les grands électeurs comme on les surnomme, qui peuvent voter à cette élection. C'est votre première campagne de ce style. Les autres campagnes, c'était donc des municipales ou des départementales. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres campagnes dans la manière justement d'essayer de convaincre ? Alors c'est totalement différent parce qu'effectivement, j'ai un ami haut placé au Parti socialiste qui m'a dit l'élection sénatoriale, c'est la seule élection où les électeurs mentent plus que les candidats. Puisque c'est un vote à bulletin secret et que évidemment les élus on les connaît, que certains pour des raisons d'affinité, alors il y a des positions politiques, mais osent pas dire qu'ils vont pas voter pour vous, donc ils disent ben c'est bien ce que tu fais, voilà. Donc du coup c'est pas un jeu de dupes, mais c'est un jeu de séduction permanent jusqu'au dernier jour. Et puis c'est surtout très intéressant parce qu'on a nous-mêmes des connaissances de notre expérience locale, de notre propre territoire. Et l'Essonne, c'est un territoire très très large avec des diversités différentes extrêmes. Problématiques. Exactement. Donc on va être face à des élus locaux qui connaissent qui n'ont pas les mêmes centres de gravité. Il faut être capable d'englober tout ça au moment de la campagne. Alors le Parti socialiste est aujourd'hui divisé entre ceux donc plutôt favorables à une alliance NUPES automatique à chaque élection et ceux qui souhaitent donc préserver certaines divergences au cas par cas. Vous êtes donc le chef de l'opposition, je l'ai dit, naturellement l'Essonne, au conseil départemental. Est-ce qu'on sait déjà, à l'heure où nous enregistrons cette émission, donc on est fin juin, s'il y aura une liste de gauche unique pour ces élections? Alors c'est mon objectif depuis le démarrage. Je suis à la fois candidat pour le Parti socialiste, mais mon idée c'était de rassembler. Parce que si on est rassemblé, on peut avoir 2 sénateurs à la sortie de cette campagne, donc c'est pas rien. Surtout que vous disiez qu'on avait un sénateur socialiste, en fait, il était d'hiver gauche, c'était Olivier Léonard qui, hélas, nous a quittés. Et évidemment, j'ai une pensée pour lui et ses proches. Et du coup, il a été remplacé par une sénatrice. Modem, car le Modem était allié donc, à cette liste d'hiver gauche. Et donc, nous avons 0 sénateur à gauche. Donc, cette séquence permettrait d'en obtenir 2. Donc, mon objectif, c'est effectivement de réunir et de rassembler toutes les composantes de la gauche. Et à ce stade, on a commencé, ça s'agrège, mais ce n'est pas totalement terminé. Donc la liste actuellement n'est pas encore... n'est pas finalisée. Alors il y a 6 ans, vous en avez parlé, Olivier Léonard, maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, avait été élu sénateur. Il y avait donc à l'époque 4 listes de gauche il y a 6 ans, ce qui a étalé les différentes voix des élus. La droite part avec au moins 2 listes, le centre aussi. Alors il y a un coup à jouer vraiment cette année ? Tout à fait, ils auront 4 listes certainement à droite. Donc une fois encore, si on est rassemblés, on doit pouvoir avoir 2 sénateurs. Et donc ce serait très important pour nous parce que ça permet, au-delà des idées politiques, de représenter aussi des territoires différents. Et puis surtout d'avoir un son à la Haute Assemblée qui permette de faire porter les valeurs de gauche. Et c'est important pour nous. Alors l'actualité aussi, c'est, je l'ai dit, donc le Sénat, c'est la défense des intérêts des collectivités territoriales. L'actualité, c'est aussi les agressions, les intimidations qui augmentent envers les élus. Vous en avez vous-même été victime récemment à Orsay. Alors en 2022, 2265 plaintes et signalements pour violences verbales ou physiques contre des élus ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, contre 1720 en 2021, soit une hausse de 32%. C'est un phénomène qui se multiplie. Comment mieux défendre les élus? Est-ce que c'est une des thématiques que vous allez défendre au Sénat? Bien sûr, c'est l'essentiel même, je pense, de la fonction de sénateur, c'est défendre les élus du territoire, d'ailleurs, quelle que soit leur tendance politique, une fois qu'on est élu. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, vu ce que j'ai vécu, parce que c'était vraiment toute tendance politique confondue.
C'est un vrai sujet parce que la fonction de maire, c'était le mandat qui était le plus populaire, enfin qui reste le plus populaire de la population. On est en prise directe avec la population et on est un petit peu, je le dis souvent aux représentants de l'État, l'amortisseur de ce que vivent les gens. Et il y a de plus en plus de tensions dans la société, il y a de moins en moins de moyens pour les villes et pour le service public, donc forcément il y a de la frustration, nous on est en première ligne, et on a des agressions physiques, mais même le ton verbal qui vraiment se désagrège depuis plusieurs années, et donc en fait il faut redonner tout simplement des moyens aux collectivités, et pas nous demander d'assumer des choses que l'État ne fait pas sans nous en donner les moyens, parce que sinon ça risque hélas de continuer à se dégrader. Donc ça passera par la décentralisation, on va aussi en parler. C'est la réforme des institutions qui est attendue dans donc un des prochains gros sujets attendus du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Lors de la campagne présidentielle, la réforme du conseiller territorial est revenue sur la table. Est-ce que ça serait une bonne chose selon vous? Vous êtes déjà conseiller départemental, que les conseillers départementaux soient également conseillers régionaux? Alors pour être honnête, j'étais assez opposé à l'époque où c'était Nicolas Sarkozy qui avait le premier évoqué ça. En 2007 à peu près. Tout à fait, donc j'étais plutôt opposé. Et en y réfléchissant et en regardant surtout la réalité et l'efficacité, il y a une vraie réflexion à avoir et des décisions pourquoi pas à prendre entre le fait qu'on siège au département et le moment venu à la région. Je donne un exemple tout bête, c'est que nous gérons les collèges. Ça se passe très bien depuis que nous gérons les collèges. La région gère les lycées et souvent, pour un parent, il voit alors le maire dans les écoles, le conseiller départemental au collège, le conseiller régional quand il y est, parce qu'il a du mal à être dans toutes les représentations de conseil d'administration au lycée. Or, souvent, il a un enfant qui est en CM2, un qui est en 5e, l'autre qui est en seconde, et donc c'est illisible. Et donc, ce travail-là de répartition des rôles et d'un conseiller territorial qui siège du département à la région, ça peut avoir du sens. Après, il faut voir les modalités, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz, mais en partenariat avec les intercommunautés et les villes, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, il y a urgence à le faire en tout cas. Vous avez donc été maire, conseiller départemental. Faut-il aller plus loin dans la décentralisation? On parle donc de cette prochaine réforme des institutions. Faut-il transférer davantage de compétences aux collectivités territoriales? Les élus que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils sont plutôt pour? Alors, ça dépend de quoi on parle. Il y a beaucoup de compétences qui nous sont données parce que l'État n'a plus les moyens de s'en charger, comme je le disais. Or, si on ne nous donne pas les moyens de le faire nous-mêmes, c'est finalement transférer la pénurie des moyens. Donc ça, c'est pas acceptable. Et en même temps, il y a des choses qu'on nous retire. L'autonomie fiscale ou les aspects économiques ont été retransférés à la région et aux intercos. On fait que, par exemple, dans le département de l'Essonne, on avait une vraie activité de l'Agence pour l'économie en Essonne. On avait des vrais actes sur le terrain. Là, on a perdu en efficacité. Donc, il faut là encore balayer au regard des différents sujets. Et quand il y a de la décentralisation, il faut, à défaut de nous donner les moyens, en tout cas nous donner la liberté d'obtenir des moyens. Il y a par exemple un maire qui n'est pas de ma couleur politique, mais à Chartres, a développé beaucoup de choses autour de sa ville, qui a donné des autonomies financières à travers des SPL et des choses au niveau de l'agglomération. Ils font des choses remarquables et il y a une efficacité de terrain parce qu'il n'est pas lié à cette administration centrale qui des fois freine un peu dans les actions au quotidien. Enfin, sur le Sénat, sur l'importance de Sénat, il est souvent remis en cause. Pour vous, pourquoi est-ce que cette institution est importante? Alors c'est une très bonne question parce que jeune, je rêvais d'être un jour député. J'étais passionné de l'histoire française et de la Révolution française. Quand on regarde la séquence, notamment sur le débat sur les retraites, on s'est aperçu que finalement le Sénat a joué un rôle important parce que c'est là où il y a eu des votes, il y a eu un vrai débat et que il a pu avoir un vote en tout cas. Exactement, même s'il a été très court, et que finalement les sénateurs actuellement sont souvent des élus qui viennent de territoires et des élus locaux et ils portent des choses concrètes. Et je trouve qu'il y a un travail de fond au Sénat qui mérite vraiment à être connu, qui est de plus en plus connu d'ailleurs par les élus. Et je crois qu'on voit d'ailleurs cette année énormément de candidats pour les élections sénatoriales, plus que les autres années, parce qu'il y a cette volonté de traduire ce qui a été fait sur le terrain à la Haute-Chambre de manière à être utile. Pour finir, dernière minute, David Ross, il y a un thème que vous défendrez au Sénat, ce sera lequel? Un thème sur lequel vous serez particulièrement Pour moi, investi. ce qui est très très important, ça rejoint un peu tout, c'est l'éducation au sens large, pas que pour les enfants. L'éducation, c'est-à-dire sur tous les sujets de société, avoir les bonnes informations pour créer les bons débats, pour créer la sérénité dans les débats et pour faire ce lien entre le terrain, les collectivités et le Sénat pour prendre les bonnes décisions. Donc éducation, expérimentation, voilà, ce sera mon leitmotiv pour démarrer ce mandat-là. Donc pourquoi pas une présence dans la commission de l'éducation, c'est ça? Par exemple.
Bien, merci beaucoup, David Ross, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc la date donc pour les élections sénatoriales en Essonne. Ça se passera donc le 24 septembre et ce seront l'ensemble des grands électeurs, conseillers départementaux, conseillers régionaux, maires et aussi donc conseillers municipaux notamment qui pourront voter. Merci beaucoup, David Ross. Merci à vous. Vous pouvez également retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation.